Yo, c'est Casquette et aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Je suis fan du lore de LoL, j'aime vraiment beaucoup les histoires qui sortent autour des champions, des régions, etc. Et j'aimerais partager cette passion avec ceux qui ont la flemme de lire les histoires qui sortent sur cet univers, qui sont parfois un peu longues. En m'inspirant grandement de ce que fait notamment l'écrit en anglais, j'aimerais vous proposer des versions audio de ces histoires, comme ça vous n'avez pas besoin de lire, vous avez juste besoin d'écouter. Et aujourd'hui on va commencer par la toute dernière nouvelle qui est sortie sur le site univers, qui s'appelle La Death sans visage. Je vous souhaite une bonne écoute. J'observe le ver qui sort du sable en se tortillant. Sa tête à fronde se balance de droite à gauche alors qu'il hume l'air, sentant l'aiguillère d'eau que je conserve à mon chevet parmi une pile de parchemins, de stylets en os et d'encriers. L'eau a été tirée il y a 2 jours d'un puits bien souvent à sec, ce qui lui donne un goût de poussière, mais le ver n'en aura cure. J'admire son courage, lui qui émerge de son foyer sous le sable face à une créature plusieurs centaines voire milliers de fois plus grande que lui. Il doit forcément savoir que je pourrais l'écraser sous ma sandale, mais il ne me craint pas. Une langue microscopique s'étire alors que le ver s'extrait du trou dans le tapis élimé qui recouvre le sol de mon humble demeure. Ce tapis est le dernier cadeau que m'a fait ma mère avant mon départ de Kennetet en tant qu'apprenti tailleur de pierre au service de l'architailleuse Nouria. Jeune homme déjà, mon maniement du ciseau, de la râpe et du rifloir était reconnu et m'avait valu la première place du banquet des transfigurés annuels où j'avais sculpté un portrait de Setaka. Cela avait aussi attiré l'attention de l'architailleuse, dont les splendides sculptures ornaient la façade finement ouvragée du palais de la soie de Magiet Sadia à Nashramai et le temple du soleil de Belzoun. On racontait qu'elle avait également sculpté les portraits de femmes et d'hommes prestigieux de l'autre côté de l'océan, dans une cité où les rues étaient pavées d'or et où les formidables constructions magiques réalisaient le labeur de 10 hommes forts. Je ne suis pas certain de croire à toutes ces histoires, car Nouria ne s'étend jamais sur aucun travail réalisé par-delà les sables du Shurima. Je me souviens très nettement du moment où elle a soulevé ma statue, alors que cela remonte à pratiquement 20 ans. « Comment as-tu choisi l'apparence de la reine des dieux guerriers ?» avait-elle demandé, sa voix encore épargnée par les affres du temps et ses poumons par la poussière de son grandeur. Aucun portrait véritable de Setaka n'a jamais été retrouvé. Je m'étais préparé à cette question, je n'avais donc eu aucun mal à lui fournir ma réponse soigneusement répétée. J'ai rêvé d'elle, lui avais-je affirmé avec la candeur de la jeunesse. Je l'ai vue menant la dernière charge. Elle s'est retournée vers moi avant mon réveil, la tête ceinte d'un halo au soleil couchant. « C'est une bien belle réponse, jeune homme, » avait-elle répliqué. « Mais je reconnais ce visage. Si je ne me trompe pas, il s'agit d'une vierge des sables employée au service de Benidamara. » Mon mensonge découvert, mes joues s'étaient empourprées. L'architailleuse Nouria avait ri avant de reprendre. « Ne sois pas si confus, jeune homme. Tu n'es pas le premier artiste à prendre son amante pour modèle. » Elle avait observé ma sculpture sous toutes les coutures, promenant ses doigts sur la pierre, hochant la tête et jugeant mon travail qu'elle trouvait apparemment digne d'intérêt. « Cela te plairait-il d'être mon apprenti ?» avait-elle demandé. J'avais quitté Kennetet le lendemain, suivant l'architailleuse dans les étendues au nord du Saïkalik jusqu'à Xolan. Là, la déesse sans visage attendait. Je verse une petite quantité d'eau sur le sol près du ver avant d'attacher ma ceinture à outils autour de ma taille. Elle flotte sur mes hanches et je crains de devoir utiliser mon poinçon pour percer un nouveau trou dans le cuir. La nourriture est loin d'être abondante, et quand les caravanes marchandes ne passent pas, nous devons parfois survivre des semaines entières avec un rationnement très strict. Je quitte le ver qui se tortille gaiement dans sa petite piscine, ravi d'avoir pu l'aider à survivre. Toute chose vivante mérite une chance d'exister. Je me souviens de la prédicatrice mendiante qui avait traversé notre ville l'an dernier et qui m'avait affirmé que même les créatures les plus petites faisaient partie du plan de la grande tisseuse. Je me demande ce qu'il est advenu d'elle, car elle semblait pressée. L'extirpant elle et le ver de mon esprit, je sors de chez moi, pris dans la chaleur du soleil qui n'est pourtant pas encore complètement levé. Le ciel est d'un bleu velouté, quelques étoiles brillent encore et forment de splendides motifs. Une rafale de vent froid soulève la poussière de pierre qui forme de joyeuses spirales le long des rues. L'air charrie une odeur infâme, celle de la viande avariée ou du lait rance, et je me demande si un animal sauvage n'est pas venu trouver la mort dans les parages. Le sol des environs est rocheux et assez inhospitalier, mais certains signes attestent qu'il était autrefois fertile et permettait l'agriculture aussi bien que l'élevage. Le désert churimien n'est pas l'étendue sans vie que voient en lui les étrangers. C'est un écosystème robuste, dont la faune et la flore peuvent se révéler tour à tour dangereuses ou inoffensives. Fort heureusement, Xolan est à l'abri des prédateurs et des bandits. C'est en partie dû à notre isolement, mais les tailleurs de pierre les plus anciens affirment que Xolani en personne veille sur nous, nous protégeant afin que nous puissions lui rendre sa gloire passée. Nous commençons le travail de bonnes heures, et des groupes de tailleurs aux bâillements contagieux se dirigent vers les grandes falaises pour accomplir leurs tâches. Nous nous saluons avant de nous disperser à nos postes de travail autour de la grande statue et sur elle. Bien que je l'observe tous les jours depuis 2 décennies, elle parvient encore à me couper le souffle. Elle semble s'extraire d'un escarpement rocheux, un immense mur de pierre ocre percé çà et là par des effleurements effilés et érodés par les vents.
Certains d'entre eux ont été décrochés de la falaise pour laisser placer à notre grande œuvre, tandis que d'autres servent désormais de paravent et la préservent. Et quelle œuvre! Cette statue de Xolani la Transfigurée est un exploit de taille. Quelques 275 mètres séparent ses pieds sculptés de son cou étêté. Pourtant, après des siècles de négligence, ce monument taillé à même la falaise était presque entièrement érodé le jour où je l'ai découvert. Un voyageur de passage aurait très bien pu le manquer s'il avait gardé les yeux un peu trop rivés sur l'horizon. Le vent avait effacé les détails de la robe enveloppant ses jambes et une chute de rocher avait cassé des pans entiers du cafetan se gonflant comme des ailes autour de ses bras étendus. Mais le pire affront provenait d'une entaille ancienne qui avait détruit son visage de pierre, ne laissant aucun indice quant à l'apparence véritable de la déesse guerrière. Cette légende du passé de Shurima était restée sans visage pendant d'innombrables siècles, mais nous, tailleurs de pierre de Xolan, allions enfin lui faire recouvrer toute sa gloire, si seulement nous pouvions nous accorder sur son véritable visage. « Ombréo à vous, architailleuse, dis-je en montant sur la plateforme ascendante au pied de la falaise. « Ombréo à vous, Ménas, réplique l'architailleuse Nouria sans lever le regard. Vous êtes en retard. Désormais, elle m'informe de la sorte tous les matins, une habitude récente qui n'a pourtant aucun fondement. J'ai étanché la soif d'un verre, dis-je en guise d'explication. Un verre? Oui, il vient tous les matins chercher de l'eau. Et vous lui en donnez? Oui. Elle secoue la tête, mais je remarque que l'idée d'avoir un verre pour animal de compagnie l'amuse. Je lève la tête, observant la statue dans toute sa hauteur. Si près de la falaise, il est impossible de discerner les détails, mais au fur et à mesure de notre ascension, nous pourrons distinguer le travail réalisé. Un réseau d'échafaudage s'accroche au flanc de la falaise telle la toile d'une araignée. Le bois a été apporté à grands frais des jungles plus à l'est et des terres plus fertiles au sud des montagnes. Les poutres et marches en bois de fer durci enfoncées dans la roche permettent aux tailleurs de grimper pour se rendre sur leur poste de travail. Une série de poulies et de cordes sert d'ascenseur pour atteindre les parties les plus hautes de la statue. C'est là que l'architailleuse Nouria et moi allons travailler aujourd'hui. « Prêt ?» demande-t-elle. « Prêt. » Je défais les boucles des cordes qui sécurisent le mécanisme d'ascension afin de permettre à la corde de contrepoids de s'extraire de ses encoches et d'élever la plateforme. La totalité de l'engin cahote, et je compte les nœuds tandis que nous grimpons, chacun marquant un intervalle d'un peu plus de 3 mètres. Je m'assieds au bord de la plateforme, savourant la sensation de hauteur qui m'assaille. La ville de Xolan n'est pas très grande. Elle ressemble tout au plus 200 âmes entassées autour d'un lac trouble et des bandes de verdure qui fournissent de l'ombre et quelques fruits de temps à autre. Vivre si loin des grandes villes s'est révélé difficile, mais ce que nous accomplissons ici demeure plus important que tout le confort matériel qui pourrait venir à nous manquer. Comme on pourrait s'y attendre, les demeures d'une communauté de tailleurs de pierre sont finement ouvragées, chacune élaborée par l'artisan qu'elle abrite, véritable reflet de son style et son caractère. La mienne est humble, son esthétique discrète rappelle le foyer de ma mère, à Kennetet. Une cour de travail s'étend à l'orée ensoleillée de la ville. Elle rassemble des roches arrachées à la falaise, des rochers effondrés et des pièces plus grandes nouvellement décorées qui n'ont pas encore été mises en place. Si nous venions à disparaître demain, les nombreuses statues, sculptures et roches ouvragées qui s'y trouvent seraient les vestiges de notre longue vie de labeur. Un large canal traverse la ville en son centre, partant de la base de la falaise encombrée de gravats et s'étirant en zigzag avant de disparaître dans les sables du Saïkalik. Des éclats de roches et du sable tapissent sa longueur, mais j'ai pu observer de vieilles photos sur lesquelles le canal débordait d'eau. Si les histoires du sauvetage de l'ancienne cité de Shurima par l'empereur Faucon sont vraies, alors seule une faible partie de cet or liquide nous est parvenue. Mais lorsque nous aurons restauré la déesse sans visage, les eaux curatives couleront à nouveau à flot dans le canal et nous serons loués pour avoir œuvré à la renaissance de la terre. Parlez-moi de Xolani, lâche Nouria, le regard perdu dans le vague. C'est la requête que j'attendais. Je me retourne vers elle en souriant. C'est une autre de ses nouvelles habitudes. Je dois lui réciter l'histoire de la déesse guerrière tandis que nous montons. Cela me gêne guère, car il est toujours bon de se rappeler à quoi nous œuvrons et pourquoi nous avons tous voué nos vies à la restauration du visage de la transfigurée, même si nos connaissances ne sont que parcellaires. On raconte que Xolani était la fille d'un guérisseur, dis-je en penchant la tête vers l'est et en fermant les yeux. C'était une enfant née sous la manifestation du protecteur, à une position de bon augure dans la course du soleil. Shurima connaissait de grands bouleversements en ses débuts de guerre contre les immondes thaumaturges, et les armées de l'empereur avaient subi une cuisante défaite sous les murs d'Ikatia. La souffrance était grande, et Xolani travaillait sans relâche pour sauver autant d'âmes que possible, se dressant contre la folie des empereurs qui incitaient les tribus du soleil à s'affronter. Nouria hoche la tête, les yeux rivés sur l'horizon comme pour observer une chose qui m'est invisible. Est-ce le fruit de mon imagination, ou ses yeux saphirs renferment-ils vraiment une blancheur laiteuse? Sentant le poids de mon regard, elle détourne le visage. Continuez. On raconte qu'elle a sauvé des centaines, voire des milliers de vies, mais qu'elle déplorait que ses rescapés dussent invariablement retourner au combat. Certains affirment qu'elle s'est élevée contre l'empereur, le qualifiant de belliciste et de despote. Au ton de votre voix, vous en doutez, s'exclame Nouria. Si elle s'était élevée contre l'empereur, pourquoi aurait-il ultérieurement accepté son ascension?
Ce n'était pas à l'empereur de décréter qui s'élèverait à la rencontre du soleil, mais au prêtre déchiffrant les augures et lisant l'avenir dans les rayons de sa lumière dorée. Il était rare qu'un empereur se permette de remettre en cause la volonté du soleil. Mais c'était déjà arrivé, non? Elle est prise une quinte de tout, ses poumons encore affaiblis par la fièvre qui s'est emparée d'elle l'hiver dernier. Oui, c'était arrivé, finit-elle par admettre. Il était assez aisé pour l'un de manipuler l'autre. Mais continue. Parlez-moi de ce qui est advenu de Xolani à la chute de Shurima. Parlez-moi du conflit qui s'en est suivi. D'habitude, je n'ai pas besoin de raconter cette partie de l'histoire. Nous atteignons toujours notre destination avant que le récit de Xolani prenne un tournant tragique. Mais aujourd'hui, nous nous élevons jusqu'au visage manquant de la déesse guerrière. Je n'ai donc pas d'autre choix que de continuer. L'architailleuse ressent mon hésitation. Vous avez étudié cela, n'est-ce pas? Oui, dis-je pour la rassurer. Mais bon nombre de nos parchemins sont incomplets ou vagues à dessein, remplis d'histoires manifestement exagérées ou peut-être même entièrement fabriquées. Racontez-moi cela quand même. Je hoche la tête et tente d'assembler les fragments que j'ai pu collecter afin de former une histoire cohérente, mais je sens déjà qu'elle sera déçue. Je vous raconte qu'il y a eu une guerre, et que sans Azir, l'empereur Faucon pour les guider, les transfigurés ont été déchirés par un grand conflit. Un parchemin explique même qu'il a manqué de peu de diviser le monde entier. Le croyez-vous? Je ne sais pas, lâchai-je en toute honnêteté. L'histoire ne manque pas de conflits capables de détruire le monde, mais même si je ne doute pas qu'ils étaient terribles, l'idée qu'ils puissent tous être cataclysmiques me paraît invraisemblable. Vous avez peut-être raison, mais le lent passage du temps a souvent tendance à affaiblir l'intensité de telles guerres dans la mémoire collective. Quel rôle joua Xolani dans ce conflit? Rien n'est certain. Je n'ai trouvé que peu de traces de son implication dans les guerres entre les dieux guerriers et ceux qui seraient plus tard connus et craints sous le nom de Darkin. Il existe quelques références voilées à une personne du nom de Tanari, qui l'a imploré d'intervenir et de sauver les vies des déchus. Dans certains écrits, elle refuse, mais dans d'autres, elle choisit d'accorder ses dons curatifs à ceux qui s'en montrent dignes, car le sang n'a plus de secret pour elle, elle peut ramener les morts à la vie. Un ultime récit compte comment elle s'est attiré la haine du plus cruel des Darkin. Celui-ci a porté un coup fatal qui l'a terrassée pour des siècles. Norian en sait bien plus que moi sur Xolani, mais elle aime m'entendre raconter ses histoires, comme si cela lui permettait de les graver plus profondément dans le méandre de son esprit. À vrai dire, je me demande s'elle ne redécouvre pas ses récits tous les jours, s'il n'a pas entamé sa lente descente vers la sénilité. L'ascenseur arrive à destination, ce qui m'évite une nouvelle salve de questions. Nouant les cordes sur place et soulevant la barre de sécurité, nous posons précautionneusement le pied sur le rebord rocheux qui ceint les épaules colossales de la déesse guerrière sans visage. Lorsque le travail sera accompli, le rebord sera taillé et les aspérités gommées, mais pour l'instant, il nous sert de poste d'observation. Je regarde en bas, insensible aux effets du vertige. J'imagine à quoi ressemblerait Xolan si les eaux venaient à nouveau à s'y engouffrer. Une illustration défraîchie dans un des livres des anciens montre les flots dévalant la falaise et tombant en arc gracieux de chaque côté de l'immense statue. Sur cette image, le petit lac au centre de notre communauté est rempli. Ses eaux d'un bleu céruléen merveilleux se rétrécissent pour former un fleuve qui coule jusqu'à Shurima. J'espère que si nous arrivons à deviner le véritable visage de Xolani, ce fleuve prendra à nouveau vie. J'ai bon espoir de pouvoir bientôt observer ses eaux. Quelles que soient mes craintes concernant l'esprit de l'architailleuse, ses mains n'ont pas perdu de leur agilité pour manier ses outils. Elles sont burinées et parcheminées par les années passées au service de son art, mais leur grâce est à nul autre pareil dans leur travail de la pierre. Nous apportons les touches finales au col, créant plusieurs couches sous forme de replis qui projetteront des ombres visibles depuis le sol. C'est une illusion, un tour de tailleur qu'elle m'a appris lors de ma première journée de travail sur la falaise. Les tâches du jour ne nécessitent pas le talent de Nouria, mais j'ai la nette impression qu'elle a besoin d'œuvrer de ses mains aujourd'hui, de toucher la pierre. Il ne reste plus qu'à graver le visage de la statue, mais les tailleurs de Xolan n'arrivent pas à s'accorder sur les traits à lui donner. L'illustration montrant la cascade est le seul guide que nous ayons, mais le visage est indistinct, masqué par les jets d'eau. Tous les tailleurs du village ont cherché à faire ressurgir la véracité de ces traits par les rêves, l'alcool ou la prière, mais aucun consensus n'a pu être trouvé. En milieu d'après-midi, il ne nous reste plus grand-chose à faire, alors nous nous assions sur le rebord, observant l'horizon ondoyant. Le ciel apporte désormais une teinte bleue luxuriante, le disque cuivré du soleil descendant à l'ouest. Les dunes ondulent sous l'effet de la chaleur, comme agitées par en dessous. En plein cœur du désert, les fendeurs de dunes laissent des sillons siffleurs sur leur passage, mais ici, la roche-mère est trop proche de la surface, nous ne voyons donc que rarement le sable jaillir sous l'effet de leurs mouvements. « Comment va se dérouler la réunion de ce soir, d'après vous » demande l'architailleuse en me tirant de mes réflexions. « De manière semblable aux autres, sans doute. J'ai entendu dire que l'ancien Bouraï pense s'être approché d'un visage sur lequel nous pouvons nous accorder. Vous avez dit cela à propos du tailleur Ulantor le mois dernier. Vraiment? Oui, et du maître Regouma la fois d'avant. Ah oui, en effet, répond-elle tristement. Raison de plus pour que la réunion de ce soir soit différente. Que voulez-vous dire? Je présenterai ceci aux anciens, explique Nouria en sortant de sa robe un parchemin qu'elle me tend. De quoi s'agit-il? Demandai-je, renonçant presque à l'attraper. Regardez, vous comprendrez. M'emparant du parchemin, je le déplie avec hésitation.
Mes yeux s'écarquillent lorsque j'observe le dessin en fusain qu'elle a tracé. Si elle ne s'était pas vouée au travail de la pierre, Nouria aurait sans doute pu devenir l'une des plus grandes artistes de Shurima. Le visage qu'elle a dessiné est sans égal, un mélange impossible entre inhumanité et sublime. Les fosses noires de ses yeux tombants abritent une sagesse immense, une compassion infinie et la violence meurtrière en puissance inhérente à chaque dieu guerrier. C'est incroyable. Comment avez-vous fait cela ? Cela m'est apparu en rêve, lâcha-t-elle dans un sourire espiègle qui ôte plusieurs décennies de son visage buriné par les vents. Tout comme vous, avec la sculpture de Setaka, vous vous souvenez ? Mais je mentais. S'agit-il vraiment de Xolani la transfigurée ? Nouria haussa les épaules. Cela pourrait tout à fait l'être. Qu'est-ce que cela signifie ? Elle soupire, et je remarque enfin le poids des ans qui pèse sur cette femme admirable. La raideur de ses doigts, sa profonde lassitude, et, maintenant que je prends le temps de l'observer, la brume qui croît dans son regard. Elle tourne la tête et lève les yeux vers la roche balafrée où devrait se trouver le visage de la transfigurée. « Ce sera ma dernière sculpture, » déclare Nouria. « Mon cœur est malade. Ma mère était atteinte par le même mal, tout comme sa mère avant elle. Je suis plus âgé qu'elle ne l'était à l'heure de mourir, et j'espère avoir la chance de survivre jusqu'à la fin de l'année. Je ne tiens pas à partir avant que ma plus grande œuvre soit achevée. » « Mais est-ce réel ?» suis-je forcé de demander. « Si les anciens l'acceptent, et si nous le taillons, ce visage sera-t-il réel ?» Elle reprend le dessin, son expression trahissant sa déception, puis observe le lac gris-brun. « Je veux seulement revoir couler l'eau bleue, » offre-t-elle en guise d'explication. « Une dernière fois. » Je suis étendu sur mon lit, mais le soleil m'échappe. J'observe le clair de lune qui se déplace sur le tapis de ma mère à mesure que s'écoulent les heures. Les anciens ne parviennent à aucune décision. Les voix qui émanent du hall des tailleurs sont aussi stridentes qu'au début de la réunion, mais je devine déjà l'issue du débat. Tous tiennent l'architailleuse Nouria en haute estime dans notre communauté, et son dessin est sans commune mesure avec ceux présentés aux anciens. Ils accepteront d'y voir le véritable visage de la déesse, car il est miraculeux. Ils l'accepteront également car ils sont là de ne pas savoir. Nous tenons tous à ce que le travail soit achevé de notre vivant, à savoir que nous avons terminé le visage de la déesse qui nous protège depuis toutes ces années. Nous tous voulons vouloir s'écouler les eaux bleues. Pendant des décennies, nous nous sommes disputés et avons débattu, mais chaque interprétation que nous faisions de Xolani était paralysée par nos sensibilités de simples mortels. Comment pourrions-nous connaître les transfigurés, nous qui en sommes si éloignés dans le temps ? Pouvons-nous seulement espérer les connaître ou imaginer leur apparence ? Ce sont des êtres forgés par la puissance du soleil et élevés au rang de divinité par d'anciennes forces suprêmes. Imaginez que l'un d'entre nous soit en mesure de dresser leur portrait est d'une arrogance sans nom, et je sens la rancœur me tirailler les entrailles en repensant à l'audace de Nouria. Je m'agrippe au rebord de mon lit tandis qu'une violente tempête d'émotions me ravage l'estomac. La peur et le malaise m'assèchent la gorge. Pendant un instant, je souhaite de tout cœur que le dessin de l'architailleuse soit réel, mais puis-je seulement en être certain ? Je plonge la main dans l'aiguillère et m'asperge le visage. L'eau a un goût de vieux, et les particules de poussière de pierre crissent sur mes dents. Je passe la langue sur mes gencives et crache une glaire granuleuse sur le sol poussiéreux. Passer autant de temps à travailler la pierre et faiblir à la dernière minute pour une question de confort me paraît foncièrement indécent. Je comprends le désir de Nouria de voir la statue achevée avant sa mort, mais présenter sa vision comme une vérité ? Que se passera-t-il si nous terminons cette grande œuvre sur un mensonge ? N'appréciant guère le cheminement de ses pensées, je me lève, attrapant une cape de laine pour contrer la fraîcheur de la nuit. Quelque chose craque sous mon pied. Le ver à fronde gît sous ma sandale. Son corps segmenté désormais aplati émet une légère lumière au clair de lune, et mes yeux s'emplissent de larmes. Ce n'est qu'un petit ver, mais je ressens une profonde tristesse face à cette mort inutile. Je me trouve ridicule à pleurer le trépas d'un ver, et tandis que je réprouve mon attitude, un souffle chaud me parvient de la fenêtre, portant un son que je n'ai pas entendu depuis mon départ de Kennetet. Je n'en suis pas certain, mais cela ressemble au bruit des chevêchettes qui nichaient dans les bois à l'orée du saïcalique et attiraient des insectes de leur glasouillis cliquetant. Je grimpe sur l'échelle menant au toit de ma demeure et ouvre la trappe verrouillée, sentant la fraîcheur mordante de la brise nocturne à travers ma cape. Debout sur le toit de terrasse, sachant pertinemment que je ne verrai pas de chevêchettes, je scrute la nuit. Je ne découvre évidemment aucun oiseau, mais en baissant le regard, je tombe sur quelque chose de bien plus étrange. Le lac qui se trouve au centre de notre communauté a disparu. Le niveau d'eau monte et descend au fil des saisons, mais il n'est jamais à sec. Là, il n'y a plus rien. Il ne reste qu'un bassin rocheux aux flancs et au lit marqué par une étrange spirale qui laisserait penser que l'eau a sculpté la boue avant de disparaître. Le souffle chaud émane de cet endroit. Je me tourne vers la déesse sans visage sculptée dans la falaise. « Xolani, montre-moi la voie », murmurai-je alors que je saute du toit et atterris dans le sable avant de me mettre en route pour le lac disparu. La vue du bassin sec me glace le sang. Nous n'en tirions pas notre eau, mais sa disparition la nuit du choix de visage de Xolani me semble de mauvais augure. Je m'agenouille près du bord, laissant glisser mes doigts sur la boue des berges pentues. Je m'attendais à ce qu'elle soit humide et malléable, mais elle est dure et vitreuse, comme l'argile vernissée cuite dans un four à poterie. « Qu'est-ce qui a bien pu faire ça ?» murmurai-je.
La totalité du lit du lac est vitrifiée et arbore cette même texture émaillée. J'entends à nouveau l'étrange son qui m'a tiré de chez moi. On pourrait croire que des oiseaux jacassent dans les hautes branches des palmiers. Il semble provenir du centre du lac, alors je descends précautionneusement le long des pentes striées. Le fond est plat, rempli de morceaux de pierre brisés, de fragments négligemment jetés par les artisans. Je vois une main à laquelle manquent 2 doigts et un pied au talon cassé. Je vois aussi des visages. Certains ont sombré à moitié dans cet étrange lit vitrifié, d'autres sont ouverts en 2 dans toute leur longueur et quelques-uns semblent vouloir émerger de sous la surface. Leurs figures sont des abominations grotesques, leurs bouches figées dans d'ignobles rictus. Je ne peux imaginer qu'un tailleur de Xolan ait sculpté de telles monstruosités, mais je comprends sans peine le désir de s'en débarrasser. Je reste à bonne distance de ces choses effrayantes. Le clair de lune glisse sur le verre strié sous mes pieds, envoyant des reflets brisés tout autour de moi. Mes yeux seraient-ils en train de me tromper, ou la surface du lit du lac émet-elle vraiment un doux rayonnement? La pleine lune m'empêche de m'en assurer, mais lorsqu'un nuage la cache, j'en ai enfin le cœur net. Une faible lumière irradie du sol. Je tarde à me rendre compte que son rythme est synchronisé sur celui des battements de mon cœur. Mes pas me portent jusqu'au centre, où je découvre qu'il est la source de la lumière et des jacassements d'oiseaux. Au cœur de la spirale, le sol est fendu et s'enfonce très légèrement. De fines craquelures s'échappent vers l'extérieur. Lorsque le vent tourne, la même odeur rance que ce matin me soulève l'estomac. C'est la puanteur d'un charnier de viande et de fruits pourrissant au soleil. Je m'avance d'un pas, puis d'un autre. Avant même d'en faire un 3e, mes yeux tombent sur un long éclat de pierre plat, semblable à un masque de géant. La lune émerge de derrière les nuages et je constate que la surface de la pierre luit comme de la porcelaine polie. La beauté du visage gravé dans la roche me coupe le souffle, ses traits inhumains mêlés à un air séduisant et atavique. Ses yeux semblent briller d'une sagesse incommensurable. Je tente de fixer cette expression dans ma mémoire, conscient que Xolani en personne m'a guidé vers cette révélation. Je ne sais ni ne veux savoir comment cette chose a fini submergée sous la surface du lac. Savoir qu'elle s'y trouve et qu'elle m'a été révélée au cours de cette étrange nuit me suffit. Je m'agenouille près de cette pierre qui brille faiblement, tendant une main tremblante pour la toucher du bout des doigts. La foi m'a mené à Xolan il y a de cela bien des années et elle a été récompensée. Je dois montrer ce miracle aux anciens. À peine cette pensée se forme-t-elle dans mon esprit que le sol au centre du bassin se fend, brisé à l'instar d'un bloc de pierre par un coup de marteau précis. Des portions entières disparaissent, plongeant dans la doline qui s'agrandit. Je recule à toute vitesse tandis que les fissures continuent de s'étendre. L'odeur de charnier remonte des entrailles de la terre et un calme terrifiant enveloppe la nuit. Le vent s'arrête et les étoiles retiennent leur souffle. Quelque chose émerge du trou au centre. Un appendice pâle et fusiforme qui me rappelle le ver à fondre de chez moi. Il est rapidement suivi d'un autre et, ensemble, ils extirpent le tronc segmenté et palpitant d'une chose. De la taille d'un chien de chasse, ce corps effilé semble doux, mouillé et scintillant. Le simple fait de l'observer me laisse un goût amer en bouche. Une multitude de petits orbes noirs apparaissent sur la surface de sa tête et sa peau s'écarte à mesure que s'ouvre une bouche circulaire largement pourvue de crocs. Un ichor noir coule de cet orifice denté. Lorsque cette tête difforme se retourne vers moi, la terreur s'empare de moi. Une autre créature remonte son corps d'insecte à la surface, son apparence tout aussi effrayante que la première avec son assemblage contre nature de membres pourvus de lames, de dents dégoulinantes et d'armures chitineuses. De nouvelles créatures émergent et mon esprit hurle d'effroi. Cela suffit à briser ma sidération. Poussant sur mes jambes pour me relever, je me tourne et me mets à courir. Je n'ai plus qu'une envie, m'enfuir. J'entends dans mon dos une cacophonie de griffes acérées glissant sur le sol vitrifié. Les sifflements et les grincements rebondissent étrangement sur la roche. C'est un son étranger à notre monde. Le souffle court, sous l'effet de la panique, je tente de grimper les pentes du lac asséché, mes doigts cherchant en vain une prise. Le sol de verre glisse sous mes mains moites. Je me défais de mes sandales à grands coups de pied. Cette nouvelle adhérence me permet d'escalader les berges. Je monte sur les genoux, me risquant à jeter un bref coup d'œil en arrière. Le fond du bassin est à présent rempli de centaines de ces immondes bêtes bruyantes. Rassemblées en essaim, ces choses aveugles et stupides ululent, braient, sifflent et crachent à mesure qu'elles émergent. Chaque seconde, des dizaines d'autres surgissent de la doline qui ne cesse de croître. Je pleure en observant le visage de porcelaine obscurci par ces formes monstrueuses. La pierre semble fondre comme de la cire, sa beauté congédiée par la seule présence des bêtes. Les yeux emplis de larmes et des sanglots s'étouffant dans ma gorge, je me retourne et cours vers le hall des tailleurs, hurlant à plein poumon pour les avertir. « Des monstres! Fuyez !» Je ne sais pas s'ils m'ont entendu, mais mon envie irrépressible de me retourner m'a coûté cher. Quelque chose de tranchant et de crochu m'entaille l'arrière de la cuisse, et je m'effondre en un tas de membres disgracieux. Je roule à plat ventre, sentant une incroyable chaleur irradier de ma blessure à mesure que le sang coule sur ma jambe. Je tente de me relever, mais ma jambe n'obéit plus. J'entends des voix, des cris terrifiés et paniqués des tailleurs de pierre de Xolan qui voient s'approcher de les terribles choses. Quelqu'un fait sonner la cloche d'alarme, mais cela ne servira à rien. Je roule sur le dos alors que l'une des créatures se cabre au-dessus de moi. Son torse s'ouvre dans toute sa longueur, révélant une cavité de chair rouge qui renferme des tentacules dentés et des crocs acérés. La créature s'effondre sur moi, sa gueule s'accrochant à mon estomac et me dévorant avec frénésie de ses dents tranchantes.
La douleur de mon agonie est inimaginable. Mais je ne peux pas mourir en regardant cette ignoble créature. Je rassemble donc mes dernières forces et tourne la tête vers Xolani la transfigurée. Il disait que vous veillez sur nous. Je m'attends presque à une réponse, mais elle n'a aucun visage, et ne peut donc rien dire. Comme vous avez pu le constater, le néant fait son petit chemin dans Runeterra. La plupart des dernières histoires qui sont sorties sur le site Universe, elles ont tout un petit teasing avec le néant. Et en plus, il va y avoir le jungler là, qui va sortir dans l'année, qui vient du néant. Tout porte à croire que le prochain gros event qui va sortir Riot sera sur le néant. Enfin, il y a trop de teasing pour que ce soit une coïncidence. Il y en a qui disent que Xolani, la transfigurée qui est dans l'histoire là, ce serait justement le prochain jungler. Il y a Menas qui voit le visage qu'il associe à Xolani là dans le lac Asséché, qui voit le visage se faire corrompre, enfin se faire fondre par les bêtes du néant. Et donc il y en a qui pensent que du coup, ce serait une sorte de teasing pour dire ouais, le jungler du coup sera Xolani qui a été corrompu par le néant, donc transfiguré, corrompu par le néant, c'est peut-être super puissant. Après moi je pense pas. En plus elle a 2A, donc c'est forcément un Darkin, on va pas se mentir. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des remarques sur mon élocution, sur comment je fais les personnages et tout, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est la première fois que je lis une histoire à haute voix, donc je suis tout à fait conscient que c'est loin d'être parfait. Je compte continuer, donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Et si vous avez des recommandations sur les histoires que je devrais lire, ou même des bios de personnages qui sont intéressantes à discuter, je suis chaud. La prochaine fois, je lirai l'histoire qui est sortie juste avant La déesse sans visage, qui est à propos de Serwani et Olaf, qui est très stylé. Et sur ce, je vous souhaite une excellente vie.